17 janvier 1803. Londres, quartier de Newgate. Un cadavre encore chaud gît sur une table de dissection. L'homme vient d'être pendu il y a moins d'une heure. Autour de lui, des scientifiques préparent fébrilement une pile voltaïque composée de 120 disques de zinc et de cuivre. Ce qu'ils s'apprêtent à faire va horrifier les spectateurs, mais aussi inspirer l'une des plus grandes œuvres de la littérature. Car ce soir-là, ils vont tenter l'impossible, ramener un mort à la vie. Je suis l'arcaniste, et aujourd'hui, je vais vous révéler la vraie histoire derrière Frankenstein. Une histoire où la science a dépassé toutes les limites de la morale. Car ce soir-là, la science va devenir une abomination. Pour comprendre cette histoire, nous devons remonter à l'été 1816, une période que les historiens appellent l'année sans été. Le 5 avril 1815, un volcan indonésien, le Tambora, entre en éruption. L'explosion est tellement violente qu'elle projette des cendres dans l'atmosphère du monde entier. En 1816, les températures chutent drastiquement. Les récoltes meurent, la famine s'installe. Mais pendant que l'Europe meurt de faim, un petit groupe d'intellectuels se réfugie près du lac Léman, en Suisse, Villa Diodati. Juin 1816, dans cette villa sombre battue par les orages, 5 personnes s'ennuient. Lord Byron, le poète scandaleux, consommateur d'opium, Percy Shelley, révolutionnaire et poète, Mary Wollstonecraft Godwin, 18 ans à peine, future Mary Shelley, John Polidori, médecin personnel de Byron, et Claire Clermont, la maîtresse de Byron. Enfermé à cause du temps exécrable, Byron lance un défi. Écrivons chacun une histoire capable de glacer le sang des lecteurs. Polidori écrira « Le vampire », premier récit vampirique de l'histoire littéraire. Mary, quant à elle, va créer quelque chose de bien plus terrifiant. Pendant des jours, elle ne trouve pas d'idée. Puis, un soir, une conversation change tout. On parle des expériences de Luigi Galvani, ce physicien italien qui faisait se contracter des cuisses de grenouilles mortes avec de l'électricité. On discute des démonstrations publiques de Giovanni Aldini, son neveu qui électrocutait des cadavres devant des foules horrifiées. Cette nuit-là, Mary fait un cauchemar terrifiant. Elle le raconte dans ses propres mots. « J'ai vu un homme terrifié, agenouillé devant la créature qu'il venait de donner vie. Je vis le fantasme hideux d'un homme qui se lève, puis, par le travail de quelques machines puissantes, montrer des signes de vie. Frankenstein était né. Mais voici ce que personne ne vous dit. Mary Shelley ne s'est pas contentée d'imaginer. Elle s'est documentée, parce que ses expériences, elles étaient réelles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un détail troublant que peu de gens connaissent. En 1814, 2 ans avant cette fameuse nuit, Mary, Percy et Claire traversent l'Europe en direction de la Suisse. Sur leur route, ils passent par la région de Darmstadt, en Allemagne, et là, dominant la vallée, se dresse le château de Frankenstein. Oui, ce château existe vraiment. Et voici où l'histoire devient absolument glaçante. Au XVIIe siècle, ce château abritait un homme au nom sinistre, Johann Conrad Dippel. Né le 10 août 1673 dans ce même château, Dippel était à la fois théologien, alchimiste, médecin et, selon les rumeurs, un monstre. Accusé d'hérésie, emprisonné, il abandonne la religion pour se consacrer entièrement à l'alchimie et à la médecine. Il mène une vie errante à travers l'Europe, chassé de ville en ville. Mais c'est dans les sous-sols du château de Frankenstein que Dippel réalise ses expériences les plus dérangeantes. Ce qu'il cherchait, rien de moins que le secret de la vie éternelle. Les rumeurs de l'époque parlent de profanation de tombes, exhumation de cadavres, expériences d'anatomie interdites, tentative de transfert d'âme entre cadavres à l'aide de tuyaux, d'entonnoirs et d'élixirs mystérieux. Dippel créa ce qu'on appelle l'huile de Dippel, un liquide noir, visqueux et nauséabond, obtenu en distillant des os, du sang et des tissus organiques à haute température. Il prétendait que c'était un remède universel capable de guérir toutes les maladies, et peut-être même de ressusciter les morts. Un témoin de l'époque écrivit « Le docteur Dippel aurait vendu son âme au diable en échange de connaissances secrètes. On dit qu'il cherchait à capturer l'essence même de la vie. » Dippel mourut en 1734, probablement empoisonné, mais sa légende, elle, survivra. Mary Shelley a-t-elle entendu parler de Dippel lors de son passage en Allemagne? Les historiens débattent encore. Mais une chose est certaine, elle choisira de nommer son personnage Victor Frankenstein, le nom même du château maudit. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences. Mais revenons à ces expériences qui ont réellement inspiré le roman, parce que ce qui s'est passé au début du XIXe siècle dépasse largement la fiction. 1780, Bologne, Italie. Luigi Galvani, anatomiste et physicien, fait une découverte qui va tout changer. Lors d'une dissection de grenouille, un assistant touche accidentellement le nerf de l'animal avec un scalpel métallique. Au même moment, une étincelle jaillit d'une machine électrique dans la pièce. La cuisse de la grenouille morte se contracte violemment.
Galvani est stupéfait. Il répète l'expérience encore et encore. Même sans machine électrique, en utilisant simplement deux métaux différents, les muscles morts bougent. Sa théorie? Les animaux possèdent une électricité animale innée, une sorte de fluide vital que l'électricité peut réactiver. L'idée est révolutionnaire mais terrifiante. Si l'électricité peut faire bouger des muscles morts, peut-elle ramener les morts à la vie? 1802-1803. Giovanni Aldini, neveu de Galvani, reprend les travaux de son oncle, mais lui va beaucoup plus loin. Aldini devient une sorte de showman macabre. Il parcourt l'Europe avec sa pile voltaïque, donnant des démonstrations publiques devant des foules horrifiées et fascinées. À Bologne, en janvier 1802, il obtient les corps de 2 criminels décapités. Dans son rapport, il écrit « La tête fut soumise à l'action du galvanisme au moyen d'une pile à 100 plaques d'argent et de zinc. Je vis d'abord de fortes contractions dans tous les muscles du visage qui étaient contournés si irrégulièrement qu'ils imitaient les plus affreuses grimaces. L'action des paupières fut très marquée, un œil s'ouvrit. Les spectateurs sont terrorisés. Certains croient que les morts reviennent vraiment à la vie. Mais Aldini ne s'arrête pas là. 17 janvier 1803, Londres Royal College of Surgeons. C'est l'expérience dont je vous parlais au début. George Forster, 26 ans, vient d'être pendu pour avoir noyé sa femme et son enfant dans un canal. Son corps, encore chaud, est transporté dans l'amphithéâtre anatomique de Newgate. Aldini a réuni un public de médecins, d'étudiants et de curieux. L'atmosphère est électrique, sans jeu de mots. Les électrodes sont appliquées. Première expérience, application au visage. Les témoins rapportent, la mâchoire du criminel décédé a commencé à trembler. Les muscles du visage se sont horriblement tordus. Un œil s'est ouvert, donnant au cadavre une expression de vie terrifiante. Deuxième expérience, application à la main. Le doigt s'étendit instantanément. Le bras se leva et sembla pointer vers certains spectateurs comme s'il les désignait. Plusieurs personnes crurent que le misérable était sur le point d'être ramené à la vie. Troisième expérience, la plus perturbante. Les électrodes sont placées à l'oreille et au rectum. Les réactions furent si fortes que l'action des muscles, même éloignés des points de contact, fut augmentée sensiblement. Il semblait y avoir une apparence de réanimation. Un assistant présent s'évanouit de peur, d'autres quittent la salle horrifiés. Aldini, lui, est convaincu. Avec suffisamment d'électricité, on peut ramener les morts. Mais voici la question qui terrorisait l'époque. Si on peut faire bouger un cadavre, ressent-il quelque chose? Souffre-t-il? Le débat fait rage dans toute l'Europe. Certains médecins, comme C.W. Huffeland, dénoncent ces expériences comme immorales, elles torturent un corps humain même après la mort. Mais d'autres, comme le professeur Charles Wilkinson, sont fascinés. Le galvanisme est la frontière entre le corps et l'âme, entre la chair morte et la vie elle-même, le lien entre la substance corporelle et l'essence de la vitalité. Autrement dit, ces scientifiques pensaient avoir trouvé la preuve physique de l'âme. Ces expériences posent une question fondamentale qui reste d'actualité aujourd'hui. Jusqu'où peut-on aller au nom de la science? Car Mary Shelley a compris quelque chose de terrifiant. Le véritable monstre n'a jamais été la créature. C'était Victor Frankenstein lui-même. Victor Frankenstein n'est pas un héros. C'est un scientifique obsédé, aveuglé par son ambition, qui franchit toutes les limites sans jamais penser aux conséquences. Et c'est là que Frankenstein devient terrifiant. Ce roman, écrit en 1818, prédit notre époque avec une précision glaçante. Pensez-y, clonage, créer la vie en laboratoire, intelligence artificielle, donner conscience à nos créations, modification génétique, jouer avec le code de la vie, transhumanisme, vaincre la mort elle-même. Tous ces domaines posent exactement les mêmes questions que Mary Shelley en 1818. Doit-on faire quelque chose simplement parce qu'on peut le faire? Dans le roman, Victor Frankenstein crée la vie, puis abandonne sa créature par dégoût. Le monstre, innocent au départ, devient un meurtrier parce qu'il a été rejeté. La leçon est claire, on ne peut pas créer la vie sans en assumer la responsabilité. Les scientifiques d'aujourd'hui sont-ils si différents d'Aldini ou de Dippel? Rappelez-vous, en 1996, le clonage de la brebis Dolly a choqué le monde. En 2018, le scientifique chinois He Jiankui crée en secret les premiers bébés génétiquement modifiés. Il sera condamné à 3 ans de prison, mais les jumelles, elles, vivront avec des mutations imprévues pour toujours. Aujourd'hui, des entreprises travaillent sur la résurrection numérique de personnes décédées par IA. L'histoire se répète. Et la question de Mary Shelley résonne encore. Qui peut arrêter ces scientifiques? Qui les surveille vraiment? Mais il y a encore des secrets que peu de gens connaissent. Secret numéro 1, le vrai titre du roman. Le titre complet est « Frankenstein ou le Prométhée moderne ». Prométhée, dans la mythologie grecque, est le titan qui vola le feu à Dieu pour le donner aux humains.
Zeus le punit en l'enchaînant à une montagne où un aigle lui dévore le foie éternellement. La symbolique est claire, celui qui défie Dieu sera puni. Secret numéro 2, Mary n'avait que 18 ans. Quand elle écrit Frankenstein, Mary n'a que 18 ans. Elle vient de perdre son premier enfant. Elle est enceinte de son deuxième. Elle n'est pas mariée avec Percy, qui est déjà marié à une autre femme. Le roman est aussi l'histoire d'une jeune femme qui réfléchit à la création de vie, à la responsabilité parentale et aux conséquences de l'abandon. Secret numéro 3, l'identité controversée. Le roman est d'abord publié anonymement en 1818. Pourquoi ? Parce qu'une femme écrivant de l'horreur et de la science-fiction était impensable à l'époque. Certains critiques ont attaqué violemment l'auteur quand son identité est révélée, regrettant qu'elle ait abandonné la douceur inhérente à son sexe. Mary Shelley a brisé tous les codes, elle a créé la science-fiction moderne, à 18 ans. Secret numéro 4, les vraies influences. Mary connaissait personnellement plusieurs scientifiques de l'époque. Son médecin, William Lawrence, débattait publiquement sur la nature de la vie. Elle avait accès aux travaux de Benjamin Franklin sur l'électricité. Elle avait lu les comptes rendus des expériences d'Aldini dans la presse. Ce n'était pas de la pure fiction, c'était un avertissement documenté. Alors, quelle est la vérité derrière Frankenstein ? Ce n'est pas juste un roman d'horreur, c'est un document d'investigation écrit par une jeune femme de 18 ans qui a observé la folie de son époque. Une époque où des scientifiques électrocutaient des cadavres devant des foules, une époque où un alchimiste fou tentait de transférer des âmes dans un château maudit. Une époque où l'humanité comprenait qu'elle pouvait dépasser les limites naturelles. 200 ans plus tard, la question de Mary Shelley résonne encore. Jusqu'où irons-nous et qui paiera le prix ? Car comme Victor Frankenstein l'a appris à ses dépens, on ne peut pas créer un monstre sans en devenir un soi-même. Et n'oubliez jamais, les véritables monstres ne sont pas dans les livres, ils sont dans nos laboratoires. Le véritable horreur de Frankenstein n'est pas la créature, c'est notre reflet dans ses yeux. Et si vous voulez que l'arcaniste lève le voile sur d'autres mystères de l'histoire, abonnez-vous et activez la cloche, car les vérités les plus dérangeantes se cachent souvent dans les pages qu'on a voulu effacer.